Merci de nous rejoindre dans cette édition de Devoir de vérité. Nouvelle édition, nouvelle salve d'accusation du chef de la junte burkinabé Ibrahim Traoré contre la Côte d'Ivoire. Autre sujet au menu de cette émission, la crise du carburant au Mali avec le sabotage organisé par les djihadistes du Génib. Alors nous avons deux invités sur ce plateau qui devraient être là en tout cas pour le moment Jean-Richard Nguessan, puisque Idriss Keïta qui doit nous rejoindre incessamment n'est pas encore là. Déjà Jean-Richard Nguessan, bonsoir. Bonsoir Adji et bonsoir à tous. En attendant Idriss Keïta, mais comme tout le monde, vous avez entendu les propos accusateurs du chef de la transition burkinabé Ibrahim Traoré contre la Côte d'Ivoire. Une fois de plus, il récidive, il renchérit et il estime que la Côte d'Ivoire, pour le dire tel qu'il a eu à le formuler, a signé un pacte de non-agression avec les terroristes. Lecture de cette déclaration. Vous savez, j'ai suivi de bout en bout la déclaration du président burkinabé. Il était face à des journalistes burkinabés, des journalistes étrangers. Et dans les échanges, il a longuement parlé de la situation, non seulement au Burkina Faso, mais il a, comme vous l'avez dit tantôt, évoqué la situation avec la Côte d'Ivoire. Il a évoqué Abidjan qui aurait signé un partenariat avec les terroristes. Pacte de non-agression. Je pense que c'est des déclarations assez graves parce que pour qui suit l'actualité, on sait plus ou moins que la Côte d'Ivoire a connu des attaques terroristes. Déjà, la première attaque remonte à 2016 avec les attaques de Grand Bassam. On se rappelle également des attaques qui ont eu lieu dans le nord du pays, à Barcelone. Entre 2020 et 2021, notamment Kafolo, Ténié et Doropo également, qui ont été touchés. Effectivement, avec la disparition de plusieurs soldats ivoiriens, de plusieurs de nos populations. Donc aujourd'hui, venir dire que la Côte d'Ivoire a signé un pacte de non-agression avec les terroristes, je pense que c'est des accusations assez graves. Et venant d'un chef d'État, je pense qu'il gagnerait à regarder un peu plus à ce qui se passe au Burkina Faso. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, la situation aujourd'hui au Burkina Faso est délétère. Ouagadougou, aujourd'hui, qui était, il y a cela quelques années, un bastion où il y avait la sécurité. Aujourd'hui, Ouagadougou même est touché. Aujourd'hui, il y a plein de déplacés au niveau même du Burkina Faso. Je pense que c'est des accusations sans fondement. Et puis, on se rappelle qu'il a accusé à maintes reprises la Côte d'Ivoire. Mais chaque fois qu'il porte des accusations, on observe qu'il n'y a aucune preuve. On attend les preuves qu'il pourrait montrer qu'il y a effectivement un accord signé entre l'État de Côte d'Ivoire et les terroristes. Je pense qu'il ne pourra pas montrer ces preuves-là. Aujourd'hui, il a des difficultés en interne, les critiques montent, il a du mal à apporter de la sécurité. Aujourd'hui, le Burkina Faso est attaqué, le pays subit des agressions chaque jour, chaque semaine. Je pense qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, il a trouvé le bouc émissaire parfait. Alors, on va essayer de décortiquer c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, on va décortiquer justement ces différentes accusations parce que soutient-il la Côte d'Ivoire ne subit aucune attaque et que l'armée ivoirienne ne serait pas super puissante pour se prémunir ou bien prémunir son territoire d'attaques venant des groupes djihadistes. Pourtant, on l'a rappelé à l'instant, en début 2016, surtout à partir de 2020, la Côte d'Ivoire a connu une série d'attaques dans le nord de son territoire. Effectivement. Mais aussi, il faut dire que, est-ce que ce n'est pas quelque part le fait de reconnaître son propre échec? Parce que la Côte d'Ivoire, contrairement au Burkina Faso, sous sa gouvernance, lorsqu'elle subit des attaques djihadistes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réussit sur la base du renseignement avec ses partenaires stratégiques dont la France et les États-Unis à contenir la menace, à éliminer la menace en profondeur, mais également elle collabore avec les populations qui sont stigmatisées au Burkina, je parle des Peuls, et le gouvernement ivoirien mise plutôt sur une répression à deux volets, et par la voie des armes qui est surtout axée sur le renseignement, mais également par la voie de la collaboration avec les populations civiles, de sorte qu'il y a une jonction entre armée et population, cette connivence-là qui semble manquer au Burkina Faso. Effectivement, vous savez, le président burkinabé, il a émis énormément de vœux. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il y a cela 3 années maintenant, il a fait énormément de promesses. Première promesse, lorsqu'il prend le pouvoir le 30 septembre 2022, c'est de dire « Donnez-moi 3 mois,
j'en finis avec la crise sécuritaire. Effectivement, et lorsque j'ai écouté son entretien avec ces journalistes, il évoque la présence des Français, la présence des Américains qui auraient joué en défaveur des forces armées burkinabées. Il estime que lorsqu'il arrivait, il y avait à peine 100 armes au niveau du Burkina Faso, il n'y avait pas de munitions. Aujourd'hui, on observe qu'il y a des prétextes. 3 ans après, force est de constater malheureusement que les déplacés internes au niveau du Burkina Faso, ils sont nombreux. Force est de constater qu'aujourd'hui, les attaques se multiplient au niveau du Burkina Faso. Et c'est sous sa gouvernance qu'on a eu les attaques de Barsologo. Il faut dire que le Burkina Faso est le pays le plus touché par le terrorisme dans le monde aujourd'hui. Et ça, c'est remarquable avec les chiffres de Hakled, c'est même effrayant. Effectivement, parce que la première promesse, comme vous l'avez souligné, du président Ibrahim Traoré, c'était d'apporter la sécurité au Burkina Faso. Et quand il a échoué en janvier 2023, il exige le départ de l'armée française dont la présence serait justement, comment est-ce que je vais le dire, mais la cause de la résilience des groupes djihadistes. L'armée française part. Le conflit perdure, il s'aggrave, il appelle la Russie, les choses s'aggravent, rien ne change. On installe même à Ouagadougou, parce qu'il faut le dire, hein, il y a à Ouagadougou le siège régional de African Initiative, qui est la structure de propagande géostratégique de la Russie dans le monde, mais sa représentation africaine est basée à Ouagadougou. Effectivement, et puis ce qu'il dit est tellement grave. Face à ces différents échecs, il a le bouc émissaire parfait. Et lorsque le journaliste lui a posé la question, vous semblez dire que la Côte d'Ivoire est la base arrière pour déstabiliser le Burkina. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit les ennemis du Burkina sont là-bas, clairement affichés, protégés, bien nourris. Le pouvoir ivoirien flirte avec les terroristes. Il y a un pacte, comme vous l'avez dit, de non-agression entre Abidjan et les terroristes et cela nous inquiète. Aujourd'hui, il veut faire croire à l'opinion burkinabé que les attaques répétées au Burkina Faso sont le fait d'Abidjan. Pourtant, juste, il faut le souligner, c'est que ces ennemis dont il parle, ce sont des personnalités politiques, des activistes qui sont poursuivis. Je parle du président Blaise Compaoré, beaucoup de ses proches qui sont exilés en Côte d'Ivoire depuis 2014, même d'ailleurs, et bien d'autres. Hein. Également certains activistes qui sont à Abidjan et qui fuient la dictature qui est en marche à Ouagadougou, et il estime que cela manœuvrerait pour déstabiliser le Burkina Faso. Voilà, ce sont de ceux-là qu'il parle, au fait, mais vous savez, des personnalités politiques. Vous savez, à côté de cet aspect, à côté de l'insécurité, il y a plusieurs aspects. Aujourd'hui, la pauvreté est perceptible au Burkina Faso. Nous avons des amis, des connaissances, des confrères avec qui nous échangeons depuis le Burkina Faso. Aujourd'hui, les langues se délient, les populations se posent des questions. Et le pays est surendetté. Et le discours révolutionnaire n'accroche plus. Vous savez, selon le dernier rapport sur le développement humain 2023-2024, le Burkina Faso est classé parmi le pays avec le faible taux de développement humain. Le pays occupe aujourd'hui la 185e place sur 193 pays au niveau de l'indice humain. Et aujourd'hui, au niveau du développement durable en 2024, c'est l'un des pays les plus pauvres au monde. Et aujourd'hui, au-delà de la sécurité, le pays subit la pauvreté. Et force est de constater que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a fait énormément de promesses, mais les promesses n'ont pas été tenues. Aujourd'hui, il estime qu'il peut apporter un renouveau au niveau du Burkina Faso et ça ne marche pas. Et aujourd'hui, il a trouvé le bouc émissaire parfait à Abidjan. Il estime que tout se prépare à Abidjan. Ceux qui en veulent au Burkina Faso soient à Abidjan. Abidjan nourrit les terroristes et pourtant la Côte d'Ivoire a subi des attaques terroristes au nord du pays. Et aujourd'hui, venir face à des journalistes dire que la Côte d'Ivoire serait la base arrière pour déstabiliser le Burkina, je pense que c'est montrer véritablement qu'il a échoué sur toute la ligne. Je rappelle que sur le plan économique, en 2022, avant qu'il ne prenne le pouvoir, dans les conditions que l'on sait, avec cette brutalité qui vaut aujourd'hui au Burkina la situation délétère qu'il connaît, le taux d'endettement était de 56% du PIB.
Déjà, c'était un pic historique dans l'histoire du Burkina. Et quand, en 2024, on est passé de 56% à 58,6% du PIB pour un chiffre de 8029 milliards de francs CFA. Encore que le pays continue à s'endetter, là où la propagande gouvernementale tente à faire croire que le Burkina n'emprunte rien, alors que le pays est même dans un programme de suivi d'endettement avec le Fonds monétaire international au moment où nous parlons. Vous savez, l'économie stagne. C'est vrai qu'au départ, lorsqu'il est arrivé en septembre 2022, le discours a accroché. Il parlait de révolution, de panafricanisme, il mettait en avant Thomas Sankara. Et surtout les injures contre la France. Les injures contre la France, contre les États-Unis. Il semblait apprécier Poutine. Et aujourd'hui, on observe que ce discours-là ne passe plus. Aujourd'hui, la population, ce qu'elles veulent, c'est d'avoir de quoi manger dans leurs assiettes. Sénégal, par exemple, récemment, les populations ont manifesté pour crier leur ras-le-bol face à la situation. Face à la situation. Et non seulement aujourd'hui, au niveau des réfugiés internes, il y a énormément de réfugiés internes au niveau du Burkina Faso. À côté de cela, il avait fait des promesses. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les libertés sont envahisseuses. Aujourd'hui, il n'y a aucune démocratie au niveau du Burkina Faso. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas critiquer le pouvoir d'Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, c'est pas possible. Et aujourd'hui, il estime que il a encore 5 ans pour apporter la sécurité. Il est là depuis 3 années. On attend de voir. 5 ans, c'est dans 2 ans. Mais je pense qu'il a échoué sur toute la ligne. Et il pense, en accusant Abidjan, c'est de donner de l'eau à son moulin pour permettre non seulement d'avoir le soutien d'un certain nombre de populations, non seulement au niveau de l'Afrique, au niveau du Burkina Faso, mais je pense que sur toute la ligne, c'est un gros échec. Et fort malheureusement, il est venu avec, c'est vrai, des envies, mais aujourd'hui, malheureusement, il n'a rien apporté. Le temps semble malheureusement démontrer qu'en venant au pouvoir, il avait cette volonté-là peut-être de plaire à un groupe d'intérêts néocolonialistes, à un autre néocolonialiste de l'Est, visiblement, puisque tout de suite il s'est rapproché à 180 degrés de la Russie avec Wagner et tout ça. Je disais tout à l'heure que le siège African Initiative se trouve dans la capitale burkinabé à Ouagadougou. C'est un fait, d'où la propagande russe en Afrique est orchestrée, c'est un fait. Et récemment, on a vu les populations de Solane mettre de l'eau à votre moulin qui manifestaient pendant plusieurs jours et justement prises en tenaille entre la faim et l'insécurité. Elles ont préféré rejoindre les djihadistes pour dire on n'a pas d'autre choix, le blocus est tel que l'armée n'a pas la capacité d'y mettre fin, on préfère rejoindre les djihadistes pour avoir de quoi manger. Rien que pour ça, femmes, enfants et vieillards, tout le monde s'est mis du côté justement de l'ennemi pour dire mais on préfère faire ça pour manger. Effectivement, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle, mais la réalité au niveau du Burkina Faso est assez difficile. Au niveau des déplacés internes, il y a des difficultés non seulement à s'occuper de ces déplacés internes-là. Et moi, je pense que le pouvoir burkinabé gagnerait non seulement à saluer Abidjan, parce que ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a des centaines de milliers de Burkinabés dans le nord de la Côte d'Ivoire, nourris par les autorités ivoiriennes. Nourris et hébergés, par les autorités ivoiriennes. Avec des domiciles, des logements qui leur ont été construits spécialement à le fait de leur offrir l'hospitalité et la sécurité qu'ils n'ont pas dans leur pays. Et à côté de ce fait-là, on aurait aimé voir un chef d'État qui salue cette action du pouvoir d'Abidjan. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est les critiques, c'est les insultes, et cela se répète chaque fois. Mais ce qui est dommage dans cette situation, c'est qu'en aucun moment, on ne voit un début de preuve. Vous estimez qu'il y a un accord entre la Côte d'Ivoire et les terroristes. Montrez-nous les preuves. Début juillet 2023, il avait promis, montré que les preuves de ce que la Côte d'Ivoire servirait de base arrière pour la déstabilisation du Burkina Faso. Depuis juillet 2023, il avait promis que cela viendrait dans quelques jours. Bon, je suppose que dans le calendrier, peut-être d'Ibrahim Traoré, 2 ans, ça ne vaut pas une journée. On attend peut-être que dans 20 ans, s'il est encore au pouvoir, ce qu'on ne peut pas forcément souhaiter pour notre sécurité à nous tous,
voir ce que ça va donner. Et puis, à côté de cet aspect-là, non seulement il a fustigé la Côte d'Ivoire, mais il a fustigé aussi les forces étrangères. Il estime dans les échanges qu'il a eus avec les journalistes qu'il y a une base étrangère dans le nord de la Côte d'Ivoire qui participe à déstabiliser le Burkina Faso. Il estime également qu'il y a une base qui serait également dans le nord du Bénin, au Sénégal, et ces bases-là servent de rempart à des terroristes. Je pense que ce qu'il dit est assez grave. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas... Aujourd'hui, pour combattre le terrorisme, il faut des collaborations. Vous avez décidé au niveau du Burkina Faso de collaborer avec la Russie. La Côte d'Ivoire a décidé d'avoir un partenariat sécuritaire non seulement avec la France, avec les États-Unis, avec aussi la Chine. La Côte d'Ivoire s'inscrit dans le multilatéralisme. Mais pourquoi en vouloir à la Côte d'Ivoire qui a décidé d'avoir des partenaires, au niveau de la France, des Américains et aussi des Chinois? Vous estimez qu'avec la Russie, c'est un bonus pour vous et ce partenariat-là permettra au Burkina Faso de sortir de cette situation. Même si après 3 ans de gestion, que ce soit au Burkina Faso, au Niger ou au Mali, mais le bilan, hein, il est tellement atroce, tellement horrifiant. On se rend compte que, par exemple, au Niger, là où l'armée américaine était implantée avec l'Africom, on se rend compte que malheureusement, mais depuis le départ des Américains, il y a une cécité globale au niveau des forces armées nigériennes. C'est un constat. C'est un constat qui n'arrive pas justement à apporter la réponse nécessaire parce que le renseignement est tout à fait biaisé. Pareil au Mali, pareil au Burkina Faso, c'est la déroute. La Russie ne sent pas. Peut-être qu'elle est efficace dans le pillage de l'or, comme certains rapports tendent à l'évoquer, mais en termes d'apport sécurité, c'est très difficile d'après ce qu'on constate. Ah oui, parce que lorsqu'on regarde l'actualité, c'est un fait, le pays est dans l'insécurité. Aujourd'hui, vous l'avez dit d'entrée de jeu, le Burkina Faso est l'un des pays les plus instables au monde. Et c'est l'un des pays où le terrorisme a pignon sur rue. Donc lorsqu'on regarde les chiffres, lorsqu'on regarde l'actualité, lorsqu'on regarde ce qui se passe au Burkina Faso, lorsqu'on regarde la situation des déplacés internes, on est à même de se poser des questions sur ce que fait le pouvoir burkinabé. Est-ce qu'ils ont la capacité réelle de mettre hors d'état de nuire les terroristes? On se pose des questions parce que les jours passent, les mois passent, les années passent. Aujourd'hui, 3 années. Qu'est-ce qu'on constate? La situation n'a guère évolué. Bien au contraire. Elle a évolué dans le sens négatif. Bien au contraire, aujourd'hui, il y a plus de déplacés en interne. Il y a plus d'attaques. Il y a plus d'attaques. La situation est plus difficile. Et puis, ce sont des faits. Barsologo, c'est sous le règne d'Ibrahim Traoré. Et aujourd'hui, lorsqu'on observe tout ça, on se pose des questions. On attend véritablement de voir, peut-être qu'en accusant Abidjan, il veut mettre de l'eau à son moulin, il veut essayer de dire plus ou moins que c'est Abidjan qui est à la base des différentes attaques et essayer de plus ou moins de se donner du temps parce qu'aujourd'hui, du temps, il est très très difficile pour lui de se maintenir longtemps au pouvoir parce que pour ce qui nous est donné d'entendre, pour ce qui nous est donné de voir les critiques se multiplient aujourd'hui au niveau du Burkina Faso, les populations en ont marre et c'est face à cette situation-là qu'il a trouvé utile d'accuser le pouvoir d'Abidjan. Comme d'ordinaire. Avant de passer la parole à Idriss Keïta qui nous a rejoint. Idriss Keïta, bonjour. Bonjour, bonsoir, cher ami. Merci d'être là. Alors je tiens quand même à rappeler que jusqu'à présent, depuis le déclenchement de l'agression terroriste au Burkina Faso, jamais une attaque n'est partie de la Côte d'Ivoire vers un autre pays voisin. Et sous le règne d'Ibrahim Traoré en particulier, les incursions d'individus armés non identifiés sont récurrentes en Côte d'Ivoire, avec des enlèvements de population, des enlèvements de civils, des enlèvements de militaires. Récemment, 6 fonctionnaires ont été enlevés dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il a d'ailleurs reconnu dans ses différentes déclarations terroristes, dans des conditions justement avec le mot d'action terroriste, il faut le dire. Ils ont été enlevés par des VDP, dit-on, expédiés avec tout l'arrangement nécessaire par le pouvoir burkinabé. Aujourd'hui, il nous apprend que ce sont des espions. Ils étaient en territoire ivoirien. On a eu l'attaque de Difita qui a fait
au moins 6 morts dans le nord de la Côte d'Ivoire, des gens qui sont venus, encore des terroristes qui sont venus assassiner les Ivoiriens. Alors, de façon régulière, des bandes armées traversent la frontière, attaquent le nord de la Côte d'Ivoire et se replient au Burkina Faso. Quand on parle de base arrière, alors finalement, quel est le pays qui sert de base arrière à la déstabilisation de l'autre? Et il faut aussi souligner aussi que il a fallu qu'Ibrahim Traoré vienne au pouvoir pour qu'il mette fin à la coopération sécuritaire entre Abidjan et Ouagadougou. Mais pourquoi? Est-ce que tout ça, ça ne montre pas que quelque part, justement, le Burkina Faso travaille à l'effondrement de la stabilité sécuritaire dans notre pays? Moi, je pense que c'est une stratégie de communication. Vous savez, dans le discours propagandiste, il faut montrer toujours aux populations que nos malheurs viennent de l'autre. Et depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2022, il le fait tellement bien. Chaque fois qu'il a une difficulté, chaque fois qu'il est confronté à une multiplication de difficultés, il réunit la presse, il réunit les médias et il fustige le pouvoir d'Abidjan. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Il estime qu'Abidjan abrite des terroristes. Je pense que c'est des déclarations assez graves et venant d'un chef d'État. Je pense que c'est nous avons des éléments factuels pour prouver le contraire, pour dire que visiblement, Ouagadougou abrite plutôt des terroristes qui attaquent régulièrement la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est des discours assez graves et venant d'un chef d'État, il gagnerait, pourquoi pas, à avoir une meilleure collaboration avec Abidjan, parce que j'estime qu'aujourd'hui, pour vaincre le terrorisme, seul il est quasiment impossible. Parce que lorsqu'on prend des États tels que les États-Unis d'Afrique, qui sont des États les mieux armés, ils ont été touchés par le terrorisme. Et je pense que les forces armées de ces différents pays, de ces différentes nations, collaborent ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, le Burkina Faso ne peut pas, à lui tout seul, ni même avec les autres membres de l'AES. Alors, parlons venir à bout des terroristes. Justement de l'AES, Idriss Keïta, vous venez de nous rejoindre, il y a cela quelques minutes à peine. Déjà, beaucoup de courage, vous avez dû parcourir, braver les embouteillages d'Abidjan. On est content de vous recevoir là. L'AES qui se retrouve visiblement en difficulté. Je prends le cas du Mali, un pays que vous connaissez bien, qui est aussi le vôtre. Et le Mali, jusqu'à récemment, il était quand même difficile de répertorier des attaques à une centaine de kilomètres de Bamako. Depuis quelques années, on a touché Bandiagara, on touche Ségou, et les djihadistes semblent de plus en plus audacieux au point de se permettre le luxe d'imposer un embargo pétrolier sur le pays et d'incendier les convois de camions-citernes qui viennent des pays voisins. Comment expliquer la dégradation soudaine et subite de cette situation en quelques minutes? Bon, d'ores et déjà, il faut comprendre que la crise au Mali ou dans la zone AES a plus d'une décennie quand même. Parce que tout part de la chute de Kadhafi en 2010, nous sommes en 2025. En 2011. 10-11. 11, ouais, mais bien avant. Septembre 2011, la guerre a commencé en mars, avril 2011 et ça s'est achevé en 2011. Oui, mais déjà bien avant ça, les rebelles étaient présents. Depuis les années 70, voilà. Avec la rébellion dans la région de la Cyrénaïque, je crois, le mouvement islamiste. Bon, allons-y. Et donc, on avait même eu à l'époque aussi d'autres accords d'Alger. Donc, cette guerre a beaucoup perduré. Et si c'est vrai que le Mali avait une certaine stabilité avant 2012, 2012 sera finalement le tournant où l'armée va faire un repli tactique qui va ouvrir la voie au mouvement terroriste. L'arrivée de l'armée française qui avait effectivement nettoyé, c'est-à-dire la zone Gao, Tombouctou, Kidal, s'était limité qu'à Gao et à Tombouctou et n'avait pas touché Kidal, où finalement les éléments se sont reconstitués et les choses sont allées de crescendo. Et une chose reste claire, la crise au départ était au nord du Mali. Mais maintenant, nous voyons que la crise s'est déportée au centre. Vous avez parlé de Bandiagara, qui est appelé le pays Dogon, la région de Mopti, où là-bas on a même eu des problèmes communautaires. Éleveurs et agriculteurs, Peul Dogon, qui a vraiment mis à mal même l'unité nationale de vivre ensemble, provoquant des suspicions jusqu'à présent à l'endroit même de la communauté Peul. Et je ne vous apprends rien, il y a un an, à Bamako, l'aéroport et la gendarmerie ont été attaqués. C'est vrai que depuis lors, la primature était en rénovation, la cité administrative.
où il y a la primature étant en rénovation, ils ont pris des dispositions par rapport à certaines institutions, certaines entités. Mais reste que Kati même, qui est le siège du régime militaire, a été attaqué. Il y a un rapprochement. Et moi, je n'oublie pas une chose, c'est que par rapport à l'armée, les rebelles ont le temps de se faufiler entre les populations. La guerre asymétrique, c'est la guerre avec monsieur tout le monde. On ne sait pas à qui on a affaire et ça rend beaucoup compliqué, malgré les efforts de l'armée, mais ça rend beaucoup compliqué le système de renseignement. Parce que ce sont les populations qui doivent renseigner l'armée pour que l'armée ait la force, soit en mesure d'anticiper certaines choses. Mais quand ces populations-là même qui sont censées renseigner sont elles-mêmes victimes, elles vont le dire aujourd'hui, il y a représailles. Ou peut-être M. Aboubakar peut venir faire des mises en garde, mais quand quelqu'un file des informations à l'armée, ce n'est pas Aboubakar, c'est peut-être Al-Hamoussa qui vient faire des représailles. Donc, eux, ils ont le temps de faufiler entre les populations, le temps de les endoctriner. Donc, l'implication des populations n'est pas aussi évidente que cela. D'ailleurs, cette question de camions-citernes, il y a 2 points qu'il ne faut pas oublier. Quand ils ont commencé ces offensives-là vers le sud du pays, ce début d'embargo, on va dire... Il nous reste 2 minutes. Ils avaient visé les populations de Caille et de Nioro. Pourquoi? Parce qu'il y a 4-5 mois, quand Wagner partait, avant que Africa Corp ne vienne, quand il y a eu ces attaques-là, les populations de ces 2 régions, de Caille et de Nioro, sont sorties. Nioro, nous avons une figure très importante, le shérif de Nioro. Donc c'est en représailles à l'aide des populations, à la mobilisation des populations autour de l'armée, que désormais ils se sont permis cela. Évidemment, l'embargo, c'est une façon de pouvoir bloquer l'économie, mais ils ne se sont pas limités que à ça. Hein. Même les entreprises étrangères, notamment chinoises, et des entreprises même des Indiens, ils vont à les attaquer, ils vont même jusqu'à faire des enlèvements. Donc, le secret défense étant ce qu'il est, la diplomatie étant ce qu'il est, la discrétion, il y a régulièrement des négociations pour des libérations ou même des échanges. Donc, c'est pour vous dire que la question est quand même devenue complexe. Le Mali, l'AES, ils sont à la croisée des chemins. Et donc, ils ont quand même une idée maintenant, parce que les ennemis communiquent désormais. On a fait des émissions ici où on voyait déjà qu'ils avaient un langage politique. Mais maintenant, ils ont un langage de défiance et régulier. Parce que quand l'armée nationale, à travers la direction des relations publiques et de l'information, la DIRPA, s'exprime, fait un bilan, le même jour ou le lendemain, ils sortent et démentent et mettent au défi l'armée. Donc, la question est devenue délicate. Il y a une guerre de communication autour de la chose. Mais on peut le dire, il y a une psychose qui est là. Et cela même a provoqué des brouilles entre les opérateurs pétroliers qui ont rencontré le gouvernement, qui ont vu le Premier ministre et qui maintenant demandent à ce que la facture soit payée. Parce qu'il y a des endommagements qui ont été faits. Qui va payer la facture? Donc, nous sommes à un niveau où l'armée essaie de se relancer, l'armée essaie de revoir sa stratégie. Mais il faut avouer que suite à cette situation, il y a des frustrations et il y a des populations qui sont désormais ciblées. Absolument. Merci beaucoup, Driss Keïta. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est à son terme. Peut-être on discompte et on va conclure. Moi, je pense qu'au niveau du Mali, c'est fort malheureusement la descente aux enfers du régime d'Assimi Goïta. Lorsqu'il venait à l'image du Burkina Faso, il y avait énormément de promesses, beaucoup d'attentes. Il avait une opinion, une enquête d'opinion assez favorable. Il était apprécié des populations. Mais malheureusement, 4-5 années plus tard, la situation, la guerre évoluait. Il a évoqué des attaques, même jusqu'au cœur du pouvoir. Je pense que c'est dommage. On attend véritablement de voir ce qui va advenir de ce pays-là. Mais je pense que Assimi Goïta a été un gros échec. Fort malheureusement, ce qu'on observe, c'est une dictature qui est en train de s'accroître parce qu'aujourd'hui, les libertés, la presse a du mal à critiquer le pouvoir. Aujourd'hui, on ne permet pas même à la société civile de s'exprimer. Aujourd'hui, la situation est délétère. On croise les doigts pour le Mali parce que lorsqu'on regarde de plus près, tout porte à croire que les terroristes sont aux portes même du palais présidentiel. En tout cas, à quelques dizaines de kilomètres. Merci à vous d'avoir été là, Jean-Richard Nguesson, Driss Keïta.
même si vous n'avez pas vraiment eu le temps de vous exprimer, mais on aura l'occasion de remettre le sujet au cœur du débat pour une autre émission. C'est sur ces mots que nous nous séparons pour cette édition de Devoir de vérité. On se dit au revoir et à très bientôt.